Donc, j'appelle, comme on dit traditionnellement, Madame Cantel. Voilà, Louise Cantel, je vous vois, vous êtes Oui, là. bonjour. Donc, ben, juste le temps que vous passiez votre, enfin, je parle juste pour occuper le terrain pendant que vous partagez votre écran et je vous donne la parole aussitôt. Tout le monde a en tête votre, le titre de votre intervention, curieux de l'histoire de son temps, voilà, Pierre de l'Estoile, bien sûr. Donc, ce personnage magnifique. Vous me dites quand je vous donne la parole, c'est bon? Vous êtes Oui, prête? je Très suis bien. prête. Merci. Alors c'est à Merci. vous, donc 20, je vous rappelle la règle, 20 minutes, pas plus, enfin, c'est plutôt Très 15 bien, minutes, mais enfin 20 minutes si on veut. Et... très bien. Alors, j'active simplement mon chronomètre. Donc, bonjour à tous. Je remercie le CTHS de me permettre de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Le jeudi 11 septembre 1608, Pierre de l'Étoile, en esprit lettré et en collectionneur aguerri de l'imprimé sous toutes ses formes, rapporte l'achat d'une estampe dans ses mémoires journaux. Il écrit: À Saint-Michel, j'y ai vu étaler une nouvelle fadaise en taille douce, inscrite Battaglia de las Naves de Tolosa, qui est un vieux miracle d'Espagne qu'on a fait revivre à Rome en cet an 1608, et m'a coûté cette belle pourtraiture qui est de Tempeste, 3 sols. Pierre de l'Étoile caractérise la gravure de belle pourtraiture. L'appréciation apparaît comme paradoxale car l'estampe est d'abord qualifiée de fadaise, terme fréquemment employé par l'auteur tout au long de ses manuscrits et que l'on peut définir comme un imprimé peu coûteux, au contenu et à l'apparence matérielle de faible qualité. L'ambiguïté invite à interroger plus amplement la curiosité de Pierre pour l'Étoile pour la gravure. Nous adopterons cette perspective en étudiant la manière dont le diariste parisien a intégré à sa collection les estampes publiées à l'occasion de la révolte des Pays-Bas. Celle-ci s'insère pleinement dans la collection importante qu'il a constituée dans la seconde moitié du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, et prennent place dans un ensemble de livres formant bibliothèque et ramas, de cartes géographiques, de tableaux, de sculptures ou bien encore de médailles. La collection de Pierre de l'Étoile s'appréhende par l'étude de son inventaire après décès, qui fut établi en 1611. Les estampes n'y apparaissent pas de manière évidente, comme cela a été souligné par José Lotte et Florence Greff. Pardon, Louise, excusez-moi, je Oui, suis désolée. Est-ce que oui, vous souhaitez partager un PowerPoint? oui, c'est le cas. Je le partage là, non? Non, on ne voit pas votre PPT, on voit Alors, la réunion, en fait, l'intervention. ah d'accord, excusez-moi, mais j'avais pourtant... Alors, comment est-ce que je peux faire ça? Arrêter le partage, partager l'écran. Oui, Ah voilà, là il apparaît en fait. Présentation. Ok, là ça devrait être bon. De toute façon, exactement. j'avais simplement présenté Merci la beaucoup. diapositive du titre. Merci à la régie. Parfait, Merci, oui. je vous Donc laisse. je poursuis. Donc l'inventaire après décès, et puis donc il y a les mémoires journaux rédigés entre 1574 et 1611. Donc les mémoires journaux constituent la source la plus importante pour notre cas. Les multiples achats d'imprimés ou autres curiosités effectués par Pierre de l'Étoile y sont consignés, ainsi que ses prêts et dons au sein de réseaux savants et commerciaux. L'exposé tentera de cerner plus précisément la démarche collectionneuse de Pierre de l'Étoile par rapport à l'estampe, en prenant comme cas d'étude la révolte des Pays-Bas, conflit qui a retenu de manière notable l'attention de notre auteur, en particulier au début du XVIIe siècle. Notre approche sera délimitée à l'événement de la révolte qui a suscité le plus de notes et d'achats de la part du collectionneur, la trêve de 12 ans, décrétée en 1609. Donc, nous commencerons par une brève présentation des événements, puis nous nous intéresserons donc à la collecte de l'actualité entreprise par Pierre de l'Étoile, et dans une seconde partie, dans une seconde partie, nous aborderons les estampes. Donc, les Pays-Bas se soulevèrent contre leur puissance tutélaire espagnole au cours des années 1560 pour des motifs politiques, sociaux et religieux. Cela entraîna la séparation de la région en deux zones antagonistes. L'une restait sous contrôle espagnol, tandis que l'autre était gouvernée par les rebelles. Les deux parties tentèrent diverses actions diplomatiques et militaires visant la réunification. Au début du XVIIe siècle,
Les affrontements entre les Pays basques espagnols et les Provinces-Unies perduraient, mais l'équilibre militaire entre les deux forces rendait lointaine la perspective d'une réunification du pays par les armes. Des négociations de paix informelles s'ouvrirent en 1606 et un armistice fut décrété en 1607. Entre février et août 1608, une conférence de paix s'ouvrit à La Haye, mais n'aboutit pas. Enfin, en 1609, la proposition d'une trêve de 12 ans l'emporta. Le traité de paix prit sa forme définitive en avril et fut ratifié par Philippe III en juillet. Cette révolte des Pays-Bas est évoquée à de nombreuses reprises par Pierre de l'Étoile. Il apparaît comme un observateur bien informé des événements, collectant les nouvelles sous diverses formes. Ce positionnement peut être relié à son éducation humaniste ainsi qu'à ses opinions gallicanes et révèle en outre que notre auteur, comme l'ont écrit José Lotte et Florence Greff, faisait partie de ceux qui, je cite, tout en refusant la domination espagnole, avaient choisi le camp de ceux qui souhaitaient que la paix s'installât. Dès 1607, Pierre de l'Étoile commente les négociations de paix et rapporte le départ à La Haye des ambassadeurs français. Au mois d'avril 1609, il a connaissance de la trêve de 12 ans, récemment décrétée, et écrit à ce propos. Le jeudi 16e d'avril sont venues lettres portant que la trêve entre les archiducs et les Provinces-Unies, à laquelle on travailla depuis longtemps, avait été conclue et arrêtée le 9e de ce mois. Aux nouvelles d'État, aux avis et aux bruits qui courent, selon les mots de Pierre de l'Étoile, s'ajoutent les imprimés. Le diariste se procure par exemple auprès d'un contreporteur les traités des archiducs avec les États des Pays-Bas et acquiert les articles de la trêve par l'intermédiaire du libraire Guillaume II le Noir. Au cours des négociations de paix, l'imprimé constitua l'un des instruments employés par les différents acteurs pour imposer leur point de vue politique. Une partie importante de ces écrits a été lue et collectée par Pierre de l'Étoile. Le 16 juin 1608, un ami lui prête le titre suivant. Sommaire recueil des raisons plus importantes qui doivent mouvoir messieurs des États des Provinces-Unies du Pays-Bas de ne quitter point les Indes. Cet exemple, qui n'est pas isolé, véhicule l'hostilité d'une partie des révoltés à l'égard de certains points des négociations de paix, notamment en matière de commerce. Mais Pierre de l'Étoile possédait également des textes émanant du camp opposé, défendant les intérêts espagnols dans le conflit. Le 26 septembre 1608, un ami lui envoie, je cite, la copie de la réponse faite par messieurs les députés de l'archiduc aux députés des autres rois et princes sur la proposition d'une trêve de longues années. Pierre de l'Étoile disposait d'une vision précise de la trêve de 12 ans, tant du point de vue de sa chronologie que de ses enjeux diplomatiques. Son approche totalisante de l'actualité, définie par la lecture de l'ensemble des imprimés sur un même sujet, lui confère un surplomb critique sur les événements. Cela lui était permis grâce à son implication quotidienne dans un réseau du livre et de la nouvelle de nature à la fois commerciale et savante. Cette collecte de l'information doit être mise en relation avec l'entreprise historiographique que visait le diariste. Pierre de l'Étoile souhaitait écrire l'histoire de son temps, à l'instar de Jacques-Auguste de Thou, que par ailleurs il connaissait. Ce dernier avait débuté en 1593 la rédaction de l'Historiae Sui Temporis. La première partie des mémoires journaux, de 1574 jusqu'à 1606, peut être considérée comme le début d'un récit non achevé. La suite devait se faire des mémoires journaux rédigés entre 1606 et 1611. Cette seconde partie se présente comme une succession de notes consignant achats et événements, permettant à l'auteur de se souvenir de ce qu'il avait jugé intéressant d'être retenu en vue de la constitution de son travail historiographique. Il faut également relever qu'on peut rattacher cette démarche à celle de la tenue des livres de raison. Cet aspect historiographique de la collection se couple à l'attrait de Pierre de l'Étoile pour la singularité des objets. Leur conservation semble fréquemment dépendre de qualités intrinsèques.
Par exemple, au cours des années étudiées, il évalue les écrits collectés et les qualifie de gentils, bien faits, plaisants, remarquables. Soulignons également la sélection opérée par Pierre de l'Étoile. Seuls les objets qui sont dignes d'être recueillis ou recueillables, selon ces termes, font l'objet d'une conservation. Donc notre propos va à présent porter sur l'estampe au sein de cette démarche. Donc, par rapport à d'autres événements, Pierre de l'Étoile a collectionné un nombre important d'éditions gravées relatives à la révolte des Pays-Bas. Les usages politiques de l'image lors du conflit ont pleinement rencontré son intérêt. Dans les mémoires journaux, 6 estampes ont trait aux négociations de paix et à la trêve de 12 ans. Celles-ci ont été collectées de la même manière que les nouvelles et les imprimés, donc à des fins historiographiques et pour leur qualité propre. Donc, par exemple, au cours des négociations de paix en 1607, il décrit longuement plusieurs estampes évoquant par l'allégorie les discussions autour de la paix. Plus tard, en 1608, pendant la conférence de La Haye, il achète les portraits des ambassadeurs qui ont été exécutés par le graveur Hendrik Ondus. Nous allons à présent examiner 2 éditions parues à la suite de la ratification du traité en 1609. Le premier exemple a été acquis le 27 août 1609, peu de temps après la fin donc, des négociations. Donc, je vous lis ce que Pierre de l'Étoile en écrit. Le jeudi 27e, T. donc Tavernier, m'a donné un Pacis Belgicae Monumentum, imprimé nouvellement à Leyden en une grande feuille en taille douce chez Henri Lodevis des Astens avec les marmousets de Hollande qu'on appelle, c'est-à-dire les portraits en taille douce de tous les négociateurs de la trêve de Hollande, la plupart si mal faits qu'on ne les y reconnaît point. Donc cette note semble ambiguë, puisque on peut se demander si Pierre de l'Étoile ne décrit pas ici 2 estampes et non pas une seule, comme on pourrait le penser spontanément. En effet, il pourrait donc décrire dans la première partie de sa phrase donc, une estampe intitulée Pacis Belgicae Monumentum, et dans la seconde partie de la phrase, donc, les portraits en taille douce qui représentent donc les négociateurs de la trêve de Hollande, qui sont donc les marmousets de Hollande. Cette seconde hypothèse, donc, selon laquelle Pierre de l'Étoile décrit ici 2 estampes, me semble être la plus plausible. En effet, la description dans la première partie pourrait renvoyer à une estampe que vous avez sous les yeux, conservée au Rijksmuseum. L'exemplaire de cette édition gravée sur cuivre ne se présente pas ici dans son intégralité, donc il a été découpé. En outre, une inscription disposée dans la partie inférieure indique que la gravure a été imprimée par l'éditeur Henrik van Astens, donc qui est cité par Pierre de l'Étoile. Une autre édition gravée donne à voir la même composition, mais ici dans son entièreté. Et le titre est bien Pacis Belgicae Monumentum. Cette estampe célèbre la trêve au moyen de la représentation d'une obélisque, monument qui symbolise cette trêve récemment proclamée. Les 17 provinces des Pays-Bas, personnifiées, tiennent un rameau d'olivier et les armoiries de la province qu'elles incarnent, et elles prennent place autour de cette pyramide. Se déploie en arrière-plan la capitale de l'archevêché, Anvers, et le centre des Provinces-Unies, Amsterdam. L'iconographie a été étudiée par Martina Duglésic dans son étude consacrée à la médiatisation de la trêve de 12 ans. Et selon elle, ces estampes célébreraient la pacification du pays que la trêve a permise. Passons à présent à notre second exemple, qui reste non identifié à ce jour. L'estampe fut acquise par Pierre de l'Étoile le 16 octobre 1609. Donc voici ce qu'il écrit. Donc, l'estampe est une pyramide de la paix, imprimée aussi nouvellement au dit Leyden, en une grande feuille in-folio, en taille douce, au bout de laquelle il y a des vers François pour l'explication de ladite pyramide, qui sont assez bien faits pour le lieu d'où ils viennent. Elle est inscrite Pyramis Pacifica. De celle-ci, j'en ai acheté 2, que j'ai donné l'une à Monsieur Dupuis, l'autre à Monsieur Chrétien, pour ce qu'il me donne toujours quelque chose de nouveau. Lesquels, le dit donc Tavernier, m'a vendu 20 sols. Donc on peut souligner tout d'abord que cet exemple montre que l'achat d'estampes s'inscrit dans une économie du don.
Quant à l'identification de l'estampe, nous connaissons plusieurs éditions intitulées Pyramis Pacifica, parmi lesquelles celle que je vous montre sur ce diaporama. Mais il ne semble pas pouvoir s'agir de l'estampe citée par Pierre de l'Étoile, car les vers présents dans le cartouche situé sur le côté gauche de l'estampe sont en latin et non en français. En outre, le lieu de la publication est Amsterdam et non Leyde. Le titre commun suggère néanmoins que la gravure de Pierre de l'Étoile devait présenter une iconographie proche à celle présentée ici. Donc, il nous faut à présent approfondir l'étude du rapport que Pierre de l'Étoile entretenait avec ces images gravées. Notre collectionneur décline dans ses journaux le titre, la technique employée, le format et le coût de l'estampe, généralement peu élevé. Il cite aussi le marchand d'estampes, l'éditeur, le dessinateur et le graveur, faisant par là preuve d'une excellente connaissance du monde de l'image gravée et de son réseau d'acteurs. Notons que Pierre de l'Étoile se procure ses gravures auprès de Gabriel de Tavernier, graveur et marchand d'estampes d'origine flamande, installé à Paris depuis la fin du XVIe siècle. Ce dernier apparaît comme son fournisseur attitré d'estampes en provenance des Pays-Bas. La description des estampes semble s'aligner sur celle que notre auteur fait des livres. Prenons à titre de comparaison la note rapportant l'acquisition de l'histoire de Thou. Il écrit « J'ai acheté ce jour, le 1er novembre, l'histoire de Monsieur le Président de Thou en 5 volumes in octavo, imprimés par Drouard, qui me l'a vendu 9 francs, relié en parchemin. » De plus, Pierre de l'Étoile souligne que les estampes ont été imprimées nouvellement. Ce caractère nouveau est déterminant aux yeux de notre collectionneur dans ses achats et il semble créer un intérêt pour lui-même. Donc, Pierre de l'Étoile associe cette valeur à de très nombreuses reprises à des imprimés tout au long de ses mémoires journaux. Donc, nos estampes font l'objet d'un traitement commun avec le livre et relèvent d'une curiosité pour la nouveauté. Ce traitement de l'estampe présente néanmoins quelques particularités qui tiennent tout d'abord à la mention précise de la technique employée, donc qui est la taille douce. Pierre de l'Étoile semble avoir développé un goût très affirmé pour la taille douce. Entre novembre 1606 et février 1611, sur les plus de 80 estampes évoquées par le diariste, la plupart sont gravées sur cuivre. Donc, il représente le public qui assura le succès en France de ces nouvelles images pendant la période concernée. Pierre de l'Étoile, et je terminerai sur ce point, porte une attention particulière aux textes qui sont associés aux images. Dans le cas de l'estampe Pyramis Pacifica, il indique que celle-ci est associée à des vers nécessaires à la compréhension de l'image et ajoute qu'ils sont assez bien faits. Le collectionneur ici apprécie la qualité des vers du point de vue littéraire, mais aussi car ceci aide pour l'explication de ladite pyramide. L'écrit semble lui permettre d'accéder au sens de l'image. L'exemple n'est pas isolé. Il extrait par exemple des vers du recueil de l'entrée du duc d'Anjou à Anvers, publié par chez Christophe Plantin, et explique là aussi qu'il les a trouvés bien faits. Donc, pour conclure, le cas de l'entrée dans la collection de Pierre de l'Étoile des estampes liées à la révolte des Pays-Bas, et en particulier celles publiées à la suite de la proclamation de la trêve de 12 ans, permet d'appréhender avec précision la réception de l'estampe politique au début du XVIIe siècle. Leur acquisition s'inscrit dans une culture de l'actualité composée d'écrits imprimés, manuscrits, d'avis et de rumeurs, collectés au gré des événements. Les gravures sont envisagées comme des documents utiles au sein des recherches curieuses de ce temps, entreprises par Pierre de l'Étoile. Leurs particularités formelles, matérielles et éditoriales forgent également son attrait pour l'édition gravée. Enfin, les quelques particularités du traitement de l'estampe inviteraient à distinguer sans opposition estampophilie et bibliophilie chez Pierre de l'Étoile. Je vous remercie de votre attention.
C'est nous qui vous remercions, mademoiselle, et qui vous félicitons. Évidemment, je ne l'ai pas dit au début, on ne peut pas beaucoup applaudir dans ces séances, virtuelles, donc c'est évidemment moins drôle et moins sympathique et moins convivial que dans la comment dire? Quand on fait des vrais congrès, des vrais colloques, mais vraiment, voilà, le cœur y est. Je pense qu'on vous remercie beaucoup. Merci aussi d'abord d'avoir respecté les temps, et du coup, ça nous donne la possibilité de discuter. Est-ce qu'il y a des questions? Je m'adresse à l'ensemble des participants, et voilà, si vous avez des questions, je ne me rappelle plus bien comment on peut poser des questions, mais vous pouvez le faire, soit par la conversation, soit en prenant la parole un peu directement s'il n'y a pas trop d'embouteillage. Je regarde, il n'y a pas de questions pour l'instant. J'en pose une comme ça pour, lancer les choses, qui est vraiment une question très, très ponctuelle. C'est sur la première estampe que vous avez montrée, qui est cette expression des marmousets de Hollande. Je me posais la question, c'est une expression sur laquelle qui m'a intéressé beaucoup, il y a quelque temps, parce que comme vous le savez, c'est une expression qui vient, si je me rappelle bien, des conseillers, enfin qu'on attribuait aux conseillers autour de Philippe le Bel, puis de Philippe le Hardy, et cetera, enfin entre fin du XIIIe et XIVe, XVe siècle. Elle a normalement une valeur péjorative. D'abord, est-ce que c'est bien le cas toujours à ce moment-là? Et puis, ce qui est drôle, c'est que du coup, il n'y a pas de reflet là, en l'occurrence, dans l'estampe. Je me demandais si ça voulait dire qu'il y avait une sorte d'aspect caricatural dans l'estampe, mais je n'ai pas l'impression. Là, il emploie ce terme de manière un peu péjorative, mais peut-être sans que ça implique quelque chose dans l'image. Voilà, c'était juste une Alors, bête question. Je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment intéressant cette expression? Mais je ne sais pas son usage au XVIe siècle. Elle est peut-être plus large que celle que je connais moi pour la fin du Moyen Âge. mmh, je pense qu'elle a C'est encore, une portée, négative, mais je dirais que je pense que Pierre de l'Étoile l'emploie quand même avec du recul. Par Oui, exemple, il oui. parle des gueux de Hollande aussi, à d'autres moments, mais là aussi, je pense qu'il y a toujours un recul, mais une conscience aussi, du caractère péjoratif du terme. Mmh. Hem, Par contre, par rapport à l'estampe, Mmh. donc par rapport à la description en fait, Oui, oui, moi je pense en fait qu'il y a 2 estampes qui sont évoquées dans cette oui. note. Mmh Voilà, mh. donc Mmh. en effet, du coup, je pense que les portraits, il faudrait, là pour le coup, sans l'estampe, c'est assez difficile de savoir s'il Oui. y avait un aspect, caricatural, Négatif ou pas, oui, bien mais sûr. Mmh mh. Mmh. je pense pas, étant donné qu'il y avait quand même, enfin, beaucoup de portraits qui circulaient, des ambassadeurs et bon, à ce Mmh. moment-là, Mmh. mais bon, Mmh. sans l'estampe, ce serait assez difficile, en fait, de Bien trancher sûr, sur ce bien point. sûr, bien sûr. Mais c'est peut-être la question du vocabulaire politique à ce moment-là qui est négatif, Oui, mais pas mmh, forcément, injurieux. Voilà, c'est peut-être pas injurieux, c'est peut-être un peu péjoratif, c'est injurieux. Voilà. mmh, je pense, oui, que ce serait ça, Ouais, ouais. péjoratif, mais avec quand même un recul, de la part de Pierre de l'Étoile qui se positionne en observateur toujours un petit peu par rapport D'accord, à ces d'accord. conflits. Bon, bah, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Je ne veux pas du tout monopoliser, moi, c'est parce que ça m'intéresse beaucoup, mais est-ce qu'il y a des questions? Je regarde, non, je ne sais pas comment on peut faire là, je vais remettre en mode, normal. Je ne vois pas de questions. J'en pose une encore parce que bon, tant qu'à faire, c'est la question au fond que vous posez au départ. Est-ce que son approche, comment dire, de le fait de réunir des textes, qui viennent des 2 parties au fond, est une approche qui est, due à une forme de collectionnisme, ben, où on prend un peu tout ce qui vient? Ou bien est-ce que c'est l'attitude d'un diplomate, enfin, ou de quelqu'un de cultivé, un peu celle qu'aurait un homme politique dans l'exercice du pouvoir, parce qu'au fond, il veut se faire une documentation la plus complète possible. Oui, est-ce que ça relève du collectionnisme ou est-ce que ça relève de l'attitude d'un homme avisé qui prend son... C'est une question importante puisqu'on est dans un Mmh, colloque sur le collectionnisme, hein, donc mmh. au fond, est-ce que c'est... Le collectionnisme est souvent défini par cette envie de prendre tout ce qui traîne, j'allais dire un peu Mmh. partout. C'est pas vrai, beaucoup d'interventions montrent que c'est plus complexe. Voilà, non, c'est une Bah, réflexion que vous m'avez oui, fait me oui, poser. mais ce serait une question, je pense, assez vaste par rapport à Pierre de l'Étoile finalement, Oui, oui. puisqu'on pourrait se la poser pour tous les imprimés, tous les occasionnels, qu'il recueille, Mmh. 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 je pense oui qu'il faut penser les choses en même temps du coup, mais oui, oui, la question se pose. Ouais, Est-ce que c'est une démarche historiographique, politique ou est-ce qu'il y a voilà. vraiment un goût,
une bibliophilie, par exemple. Ouais, ouais, et on attrape tout ce qu'on peut, mais c'est pas la même chose, vous voyez, si c'est le côté collectionneur parce que je veux avoir le plus de choses D'accord. possible, plus de gravures, ou si c'est parce que j'essaie de me faire une opinion politique, donc je rassemble la documentation la plus vaste possible. Et vous me direz, il y a peut-être pas de frontière, directe entre les 2. Là, je fais peut-être une frontière qui est trop stricte, en fait, entre les 2 domaines. Voilà, non, c'est vraiment une question théorique que je pose, je veux dire à tout Merci. le monde, Oui, c'est mais peut-être, voilà.